Merci beaucoup. C'est étonnant, vous voyez, on est en juin 2014, et puis quand j'arrive dans un dîner en ville, tout ça, où on arrive de temps en temps, on m'invite encore. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur d'optimisme. Vous voyez, soit les visages s'éclairent, soit ils se ferment, mais il n'y a pas de demi-mesure. Je suis clivant, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on devient professeur d'optimisme? Ça, c'est une bonne question. Moi, je vous répondrai sur un malentendu. Au départ, moi, je ne suis pas prof d'optimisme, je suis normalement professeur de leadership, et en particulier de leadership développement. Mon travail, c'est comment se fait-il que des gens réussissent? Comment se fait-il que des gens, non seulement réussissent, mais sont heureux? Réussissent, sont heureux et ne font pas le malheur des autres. Enfin voilà, c'est l'ensemble, vous voyez, qui est important. Et en fait, moi, pendant des années, j'ai travaillé là-dessus. J'avais travaillé beaucoup sur la chance, sur la motivation, sur l'énergie, tout ça. Et il y a 4 ans de ça, je suis donc à l'ESCP, avenue de la République. Je suis dans mon bureau et à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone très étonnant. Un monsieur au bout du fil qui me dit « Bonjour monsieur, je vous appelle de Bruxelles. Je suis avocat, je suis belge, pourquoi pas. Et je suis le président fondateur de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. » Ça commence très fort. Là-dessus, le type, toujours très sympa, me dit « Je dois aussi vous préciser que je suis le président fondateur d'une ONG qui s'appelle Optimistes sans frontières. Et jusqu'aux prochaines élections, je suis encore le président de la République d'Optimistan, qui est un pays que j'ai créé avec quelques amis, qui est un pays dont sont citoyens de droit tous les optimistes du monde, et qui est un État tout à fait particulier sur la planète, puisque c'est avant tout un état de conscience. Je lui dis là, mon pote, j'ai touché le gros lot. Soit c'est des étudiants qui font une blague, ils en sont capables, soit je suis tombé sur un frappé, ça j'ai l'habitude, je les attire. Mais alors là, et pas du tout, le type est très sérieux, c'est devenu d'ailleurs un ami très cher, et il a pignon sur rue, maître Luc Simonet, fondateur de tout ce truc-là. Je lui dis, monsieur, mais formidable, quel projet extraordinaire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, il me dit, écoutez, je vous appelle parce qu'on est en train de créer des ligues des optimistes dans tous les pays d'Europe. D'habitude, ça se passe bien, mais je ne vous cache pas qu'il y a un pays qui fait de la résistance. Je dis, ah oui? Oui. Vous savez, c'est Michel Audiard qui disait en France, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Voilà. Et donc, il me dit, avec vous, on a du mal. C'est pas que vous soyez pessimistes, les Français, mais vous cachez votre joie. Je dis, ben oui, écoutez, il y a un petit peu de ça. Il dit, ben écoutez, on va créer la Ligue des optimistes de France. Je dis, vous êtes sûr de votre coup? Il dit, oui, vous allez voir. Et bien, je vais vous dire, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est pas évident, parce que si vous allez sur Internet, ce qui vous arrive à tous quotidiennement ici, faites l'expérience, vous verrez, c'est tout à fait fascinant. Vous tapez pessimisme. C'est important, ça, le pessimisme. Le pessimisme, aujourd'hui, vous tapez pessimisme, vous arrivez à peu près, vous voyez, à 1 820 000 pages web. Donc c'est un vrai sujet, le pessimisme. Créer une ligue des pessimistes de France, par exemple. Ça, je dirais, c'est bon. On dit, mais l'optimisme, c'est bien ce que je pensais, c'est pas sérieux. Mais si, c'est très, très, très sérieux. L'optimisme, c'est, dans toutes les langues européennes, 5 fois plus d'occurrences sur le web que le pessimisme. Pourquoi? Parce que depuis des années, l'optimisme s'est constitué en tant qu'objet, vous voyez, en tant qu'objet scientifique, dans les sciences de l'éducation, dans le management, je dirais dans la psychologie du comportement, dans la santé, la psychologie de la santé. Aujourd'hui, les mécanismes de l'optimisme sont absolument fondamentaux, à condition de bien comprendre que l'optimisme, ce n'est pas uniquement un trait de caractère, c'est bien sûr un trait de caractère qu'un certain nombre d'entre nous ici peut-être partageons plus que d'autres, mais c'est aussi une attitude, c'est-à-dire c'est une posture mentale. Et comme toute posture, ce n'est pas obligatoirement une posture naturelle. S'il y en a qui ont fait du yoga ici dans la salle, vous le savez aussi bien que moi. Les postures de yoga, dans le fond, quand on y réfléchit bien, c'est l'horreur. On se met dans des postures, on se dit, mais si je n'avais pas payé pour être dans ce club-là et pour me mettre dans cet état-là, je ne le ferais jamais, quoi. Bon, l'optimisme, c'est pareil, ça ne va pas naturellement de soi. Victor Hugo donc, a vu cette belle phrase, il disait « Rien ne pourra jamais arrêter une idée dont l'heure est venue ». Nous, on part du principe que l'idée de l'optimisme est venue. On a créé la Ligue des optimistes de France. Moi, j'ai monté un bureau. Alors, je ne vous cache pas, ils ne sont pas jeunes, hein, mais mes membres du bureau, j'ai Éric Orsena qui m'a dit « Ouais, d'accord, Jean d'Ormesson, formidable. Mathieu Ricard, il m'a envoyé sa procuration depuis le Népal. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment bien compris où il mettait les pieds, d'ailleurs, sur ce coup-là. Éric Emmanuel Schmitt, etc. Bon, on a lancé tout ça. Moi, j'ai pris la présidence d'Optimistes sans frontières il y a 2 ans. J'ai encore un an de mandat, là. Bon, on essaye de faire bouger les choses, on tente le coup, et ça marche plutôt bien parce que c'est accueilli de façon sympathique. Mais pour ça, il y a un travail de pédagogie à faire, vous voyez, entre autres dans les entreprises, au niveau de l'État, chez les hommes politiques. Ah, les hommes politiques. Vous me direz, mais ils sont toujours optimistes. Il y a intérêt, mais l'optimisme politique, si vous voulez, c'est limite, quoi, vous voyez. Je crois que c'est Raffarin qui disait, vous savez, avant, on avançait dans la mauvaise direction,
Maintenant, on recule dans la bonne. Ce que je vous dis, moi. Pourtant, quand vous regardez la vie politique, mais la vie politique, ça rend optimiste, ça rend... Attendez, quand on est un type comme moi, vous voyez, carrément dégarni, légèrement enveloppé, mais j'ai appris depuis 6 mois que si j'ai un scooter et un casque, tout peut arriver. Tous ceux qui sont comme moi dans la salle, voilà, l'espoir renaît. Et si j'en crois la presse, depuis hier, la crise est finie, on a gagné le premier match. Inutile de vous dire que si on a le malheur d'empaumer, hein, mais c'est même pas du pessimisme, je dirais, ça peut arriver, quoi, ça s'est vu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le problème, vous voyez, c'est que l'optimiste, dans le fond, il a un mode de fonctionnement qui est très étonnant. On vous dit, vous êtes des optimistes, vous allez à contre-courant, mais regardez, c'est la tempête, il pleut de partout, puis vous êtes là, vous avez la tempête en face de vous, vous avez le nez au vent. C'est pas très sérieux. En plus, l'optimiste, je vais vous dire ce qu'on lui reproche, il se la pète un peu. Franchement, attendez, un peu de tenue, quoi. Pour qui vous vous prenez? Alors en plus, quand il est tout seul, ça peut aller, mais l'optimiste, en plus, il s'attaque à des trucs. Il ne devrait pas. Mais pourtant, on a envie de dire, mais si, il a raison, il faut y aller. D'ailleurs, je vais vous dire, mine de rien, là, et ça c'est un psy qui vous parle, je vais vous donner un truc de psy. On dit quand même, le petit, là, il est courageux. Oh, attendez, mais vous rigolez. Le gros, là, il a un doute. Là, il est en train de se dire, il y a un coup fourré, c'est pas possible. Il y a des gros planqués derrière. Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre? Bon. Alors, vous avez aussi, je dirais, le vrai optimiste. Alors ça, vous voyez, c'est celui qui vous dit, mais pourtant, je ne comprends pas, je suis au bon endroit. Il y a des... Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? J'ai pas de chance aujourd'hui. On avait dit, écoutez, non, mon cher ami, bon, voilà. Alors, et puis, moi aussi, ce qui est bien, vous voyez, dans les temps de crise, comme aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, c'est l'optimiste de combat, vous voyez. Voilà. Never, ever give up, vous voyez. Je n'ai pas l'intention de me faire bouffer, moi, ni par la crise, ni par la mondialisation, ni par rien du tout. Puis alors, vous avez alors, je dirais ce que j'appellerais, moi, l'optimiste start-up. C'est-à-dire... rien à faire, je traverse la vallée de la mort en souriant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un chien qui éternue quand même sur ce coup-là. Mais là, on passe tranquillement. Dans tous les cas de figure, vous voyez, ce qu'on reproche souvent aux optimistes, on leur dit, mais attendez, vous avez quand même des lunettes roses bonbons sur le nez. Regardez ce qui se passe autour de vous, les nuées s'accumulent à l'horizon, il y a la crise, le chômage, la misère, et vous, vous êtes là, yopla boum. Ah, mais attention, non, il n'y a pas de yopla boum qui tienne. Ce n'est pas parce qu'on est optimiste, c'est même le contraire, qu'on dit que tout va bien. La caractéristique des vrais optimistes, des optimistes de combat, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui vous disent « Certes, ça ne va pas bien, mais... » Ah oui, mais... Alors que le vrai pessimiste vous dira « Oui, il y a des trucs qui vont bien, mais... » Tout dépend d'où vous allez coller le « mais ». Voyez. Et Éric Emmanuel Schmitt, membre du bureau, donc un type quand même qui a une certaine tenue, il avait écrit à une époque, il disait, voyez, c'est dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. Comme si un optimiste était obligatoirement un homme ou une femme un peu niais, un peu naïf, etc. Mais c'est aussi ridicule que si je vous disais un pessimiste est quelqu'un qui est toujours triste, dépressif, morose, etc. Pas du tout. La vie n'est pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut comprendre comment fonctionne l'optimisme en tant que posture mentale, et pourquoi c'est une posture qui est puissante, il faut essayer plutôt, vous voyez, de regarder ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, dans ces images, c'est que, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent des environnements qui ne sont pas a priori des environnements cool, quoi. On est dans des environnements qui sont peut-être dangereux, voire toxiques, que sais-je. Mais ce sont des environnements qui ont tous une caractéristique, c'est que la vie, coûte que coûte, continue à y trouver son chemin. Et l'optimiste, en fait, c'est ce qu'il dit. L'optimiste, il vous dit, où que vous soyez, quoi que vous soyez, vous pouvez faire un pas en avant, vous pouvez inventer quelque chose de nouveau qui va totalement chambouler les choses. La vie retrouvera toujours son chemin. Mais je vous dis la vie comme je vous dirais la croissance, comme je vous dirais la performance. Quand on est en milieu hospitalier, c'est la santé, le bien-être, etc. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, ça veut dire que c'est possible. Dans le fond, la posture pessimiste, c'est une posture très intelligente. Nos grands intellectuels sont très souvent des hommes et des femmes pessimistes. D'ailleurs, si vous voulez passer à la télé à l'heure de grande écoute, vous avez plutôt intérêt à être pessimiste. C'est logique. Pourtant, comment ça fonctionne? Vous savez, un optimiste, c'est quelqu'un qui affronte les difficultés, les incertitudes du monde,
d'une façon qui soit la plus positive et la plus active possible. Possible. En bon français, on pourrait dire qu'un optimiste est quelqu'un qui, en toutes circonstances, va tenter d'optimiser. Mais j'insiste bien, pas uniquement pour lui ou pour elle, mais aussi pour les gens qui sont autour de lui. Le pessimisme, c'est une posture de solitaire. Avoir raison tout seul, être capable d'avoir la lucidité sur les déboires du monde. Mais dès l'instant où on est père ou mère de famille, dès l'instant où on s'occupe de jeunes dans des associations, dès l'instant où on est manager, on a des équipes, mais le pessimisme, surtout le pessimisme chronique, constitue un comportement qui est même moralement condamnable. Alors vous me direz, mais l'optimisme, ça marche comment? Mais c'est toujours la même chose. Hein. Un optimiste, il a 3 réflexes de base dans la vie de tous les jours, qui se travaillent. Premier réflexe, tant qu'à faire face à une réalité ambiguë, je vais m'attacher en priorité à ce qui va bien. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que tant qu'à faire, je vais regarder là où ça colle. Il y a un vieux proverbe oriental qui dit « Quand mon ami est borgne, je le regarde de profil ». Ça n'enlève rien au fait qu'il soit borgne. Enfin bon, voilà. Et bien sûr, on dit le verre, il est à moitié plein. Non, il est à moitié vide. Mais c'est un débat débile. D'ailleurs, je vais vous dire de ce point de vue-là, est-ce que vous savez la différence qu'il y a? Il y en a qui savent parler ici. Vous savez la différence qu'il y a entre un optimiste, un pessimiste et un contrôleur de gestion? Le vrai optimiste va vous dire, tu vois, là, le verre, là, moi je suis bordelais, donc je peux vous dire, c'est un verre de Sauternes. Bon, il est à moitié plein. Là-dessus, le pessimiste lui dit, mon pauvre ami, t'es naïf. Hein. Malheureusement, ce verre est à moitié vide. Et à ce moment-là, il y a le contrôleur de gestion qui rentre dans le bureau, qui dit, moi je vais vous mettre d'accord, le verre il est surtout 2 fois trop grand. Mathématiquement parlant, c'est le contrôleur de gestion qui a raison. Le problème, c'est que ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme disait l'autre. Pourquoi? À quoi ça me sert de savoir? Il dit, mais attendez, monsieur Gabillet, mais moi je ne suis ni un optimiste ni un pessimiste, monsieur. Moi je suis un réaliste. Et souvent ceux qui me disent ça sont fiers de dire ça. Je suis un réaliste. Quel projet de vie! Vivre en réaliste, merveilleux. Mais attendez, mais si vous êtes un réaliste, vous ne ferez jamais d'enfant. D'ailleurs, à la limite, vous ne ferez jamais l'amour, comme ça on est sûr et certain que bon... On ne monte pas d'entreprise. Pourquoi faire des études pour se retrouver au chômage? Le réaliste vous dira, mais attendez, regardons le monde comme il est, mais ça n'a aucun intérêt dans le monde comme il est. Vous voyez, vous vivre votre vie comme elle est. Tenez, vous voyez vivre votre vie amoureuse en mode réaliste. Imaginez, on va faire un exercice, vous allez voir, ça va très vite, attention, c'est dangereux. Imaginez qu'instantanément dans cette salle, tous autant que vous êtes sans exception, vous êtes tous à nouveau célibataires. Non, madame, c'est un jeu, madame. Madame s'enthousiasme. Non, c'est une simulation, madame. Mais, et comme je connais beaucoup de monde dans Paris, je vais vous dire, attendez, avec le carnet d'adresses que j'ai, mesdames, messieurs, je vous promets, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, je vais vous faire rencontrer l'homme ou la femme qu'il vous faut. Je vous promets en tout cas un ou une réaliste du feu de Dieu. Eh bien, on est bien d'accord, ça n'intéresse personne, puisque je suis en train de vous dire que je vais vous présenter quelqu'un qui, d'entrée de jeu, va vous voir tel que vous êtes. Donc on est bien d'accord. Je dirais, on n'est pas là pour ça. Le problème du réalisme, c'est ça, c'est que le réalisme a tendance un peu, effectivement, à tuer le rêve, à tuer l'excès. Et bien évidemment, tout ça existe. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, même le verre à moitié vide, à moitié plein, tout ça, ça n'existe pas. Parce que dans le verre de Sauternes, qui est là, derrière moi, je vais vous donner un secret. Même dans la partie à moitié vide, il y a encore l'arôme. Donc la moitié vide, ça n'existe pas. Alors en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant de se mobiliser sur ce qui est à moitié plein que sur ce qui est à moitié vide. Là-dessus, l'optimiste aussi a un autre type de réflexe qui peut agacer, c'est que l'optimiste s'entête à annoncer la possibilité du meilleur. Il voit toujours dans les réalités ambiguës, là où ce qui pourrait s'améliorer, ce qu'on peut en faire. Voilà. Alors bien évidemment, ça n'est pas une certitude, mais si je veux arriver à mobiliser des collaborateurs, un corps social, des amis autour d'un projet, mes enfants sur leur avenir, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas passer ma vie là aussi en mode lucide. Bien évidemment qu'il y a des risques pour le futur. Bien évidemment que demain est plein d'incertitudes. Mais l'incertitude du lendemain peut-elle être un outil de mobilisation des autres? Je ne sais pas moi de quoi. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Moi j'ai l'impression que ce qui donne le sens à une vie humaine, qui est toujours trop courte, on ne peut pas dire « j'ai rendu les autres heureux ». C'est très compliqué, ça. En revanche, on peut dire « j'ai donné envie ». Voilà. Dans tout un tas de circonstances de ma vie, j'ai tenté de donner envie aux autres. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Vous savez, Milan Kundera avait une belle phrase. Il disait, dans le fond, je préfère vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être celui qui a eu raison. Et surtout, au-delà de voir le verre à moitié plein, annoncer le meilleur, l'optimiste, il a cette puissance formidable, c'est qu'il
il va dire dans le fond, il n'y a que l'action qui pourra nous faire changer. Un optimiste, il croit dans l'action. Ça ne veut pas dire que ça marchera à tous les coups, mais si on ne fait rien, il ne se passera rien, ou s'il se passe quelque chose, nous n'y serons pour rien. Donc ça ne sera pas véritablement intéressant. Vous voyez, il y avait autrefois l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire, un jardinier qui un jour arrive au bout du monde à l'époque, le bout du monde connu, devant une terre désertique à perte de vue. Il demande à qui appartient cette terre. On lui dit elle appartient à personne, tout est mort. Ah, il dit pourtant, si elle avait appartenu à quelqu'un, j'aurais été acheteur. Et les gens du village lui disent écoute, cette terre désertique à perte de vue n'appartient à personne, tu n'en tireras jamais rien, tu la veux, prends-la. Et les années passent. 5 ans, 10 ans, la légende ne le dit pas. Peut-être 10 ans. En tout cas, au bout de 10 ans, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que ce champ est devenu un champ magnifique, à perte de vue. À perte de vue des fleurs, des plantes médicinales rares, des fruits, des légumes qu'on n'avait jamais vu pousser dans la région. C'est tellement miraculeux que tout le monde en parle des centaines de lieues à la ronde, des milliers de lieues à la ronde, et ça arrive aux oreilles d'un ermite, d'un saint homme qui vivait dans la montagne depuis de nombreuses années, et qui entend dire qu'il y a 10 ans serait arrivé dans la vallée un jardinier extraordinaire qui aurait, paraît-il, pris possession de ces champs de la mort, désertiques, à perte de vue depuis toujours, et les aurait transformés en jardin extraordinaire. Et à ce moment-là, le saint homme se dit c'est impossible. Soit ce type a fait un pacte avec les forces du mal, et je dois m'en occuper, soit il a effectivement réussi ça, et il va tomber sous le péché d'orgueil, je dois aussi m'en occuper, je descends. Il prend son bâton de pèlerin, il descend dans la vallée, on lui présente le jardinier, il arrive devant le jardinier, il lui dit « Jardinier, j'ai vu ce que tu as fait, c'est formidable, mais attention, es-tu bien sûr que c'est toi qui as fait ça ?» Je ne sais pas, moi. Bien sûr, on ne peut que te féliciter, mais j'espère que tu n'oublies pas à qui, si tu vois ce que je veux dire, tu dois d'avoir réussi ça. Et j'espère que le matin, quand tu fais tes prières, tu n'oublies pas de remercier tous ceux à qui tu dois d'avoir réussi ça. Et à ce moment-là, le jardinier a un petit sourire et dit « Oh, vous savez, saint homme, vous pouvez me faire confiance. Hein. Oh là là, ouais. Tous les matins, quand je me lève, quand je fais ma prière, je remercie les dieux pour le soleil qu'ils ont envoyé sur cette terre désolée. Tous les matins, je remercie les dieux pour la pluie qu'ils m'ont envoyée quand j'en avais besoin. Tous les matins, sans exception, je remercie les dieux pour la puissance qu'ils ont mis dans la graine. Et tous les matins, sans exception, je remercie les dieux pour ce miracle sans cesse renouvelé qu'on appelle les 4 saisons. Cela dit, saint homme, vous auriez dû voir cette terre, il y a 10 ans, quand les dieux, les pauvres, étaient tout seuls pour s'en occuper. Eh oui, parce que sans l'action, il ne se passera jamais rien. Alors, vous me direz, au quotidien, ça marche comment? Au quotidien, vous voyez, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous tous dans nos vies, et ça c'est les psychologues qui nous l'ont appris, on essaye de comprendre, dans le fond, d'où ça vient. Quand il vous arrive quelque chose, vous vous dites, mais c'est moi ou c'est pas moi? Alors, la plupart du temps, on se balade entre les deux. Imaginez quelqu'un qui croirait que c'est toujours les autres. Alors, quelqu'un qui aurait, c'est toujours les autres. Ça, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il rentre dans le magasin, il pète tout, il sort, il dit, c'est mal rangé ici. Voilà, ça c'est... Mais à côté de ça, imaginez quelqu'un, quoi qu'il lui arrive, c'est lui. Mais c'est invivable. Vous imaginez? Le gars qui vous dit, c'est pas pour me vanter, mais il fait beau aujourd'hui. On dit, comment ça? Le même, il ouvre ses fenêtres, il pleut, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais non, rien, ça va, quoi, vous voyez, ça n'irait pas. On se balade entre les deux. De même, quand il vous arrive quelque chose de très puissant, vous voulez toujours, on a tendance à se dire, mais attends, c'est un accident ou ça va durer? C'est ma nouvelle façon de fonctionner ou c'est qu'aujourd'hui, et puis après, la vie va reprendre son cours? On ne sait pas trop, quoi. De même que, vous remarquez que quand il nous arrive quelque chose de très fort, un échec colossal ou une réussite formidable, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais ça va rester là ou maintenant, ça y est, ça va partir dans tous les domaines de ma vie. Alors là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, par exemple, je vous donne un exemple, tiens, là, c'est les examens en ce moment. Ben, imaginez, celui qui rate un examen. Vous voyez, quand un pessimiste rate un examen, il fonctionne comme ça, lui. Pessimiste qui rate un examen, il va vous dire, bah, attendez, qu'est-ce que je vous dis? Moi, bah oui, j'ai été nul, quoi. Je suis nul. J'ai pas assez bossé. Bon, c'est peut-être vrai, vous me direz, hein, mais c'est comme ça. D'ailleurs, s'il est vraiment pessimiste, il va même vous dire, puis franchement, vu comme je l'ai raté bien quand même. Hein, je l'ai raté gravement. Là, hein. Même si je le repasse, à mon avis, c'est pas gagné. Bon. Et alors, bien évidemment, il va en plus, le problème du vrai pessimiste, c'est qu'il fonctionne en mode contagion. C'est-à-dire que non seulement j'ai raté cet examen, mais en plus, ma copine m'avait dit qu'elle ne restait pas avec un mec qui n'avait pas son bac. Et de toute façon, pour le job que j'avais trouvé à la rentrée, il fallait le bac. Donc à l'heure où je te parle, je n'ai pas le bac, j'ai plus de copine et je suis au chômage. Voilà. Alors que l'optimiste, il rate lui aussi son bac. Bon, il rate. Mais l'optimiste qui rate son bac, il va d'abord vous dire, écoutez, soyons concrets. J'ai raté mon bac. On ne va pas en faire une histoire non plus, quoi. Je ne suis pas mort. Je peux le repasser. Et d'ailleurs, je vais le repasser. On efface tout et on recommence. Je vais le repasser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, je l'aurai bien un jour. Regarde l'ensemble des gens qui ont leur bac en ce bas monde, il n'y a pas que des lumières. Quoi. Bon.
Et le vrai optimiste, si vous le poussez même, il va même vous dire, et puis quand on dit j'ai raté, ça se discute. Oh, dis donc, t'aurais vu, alors, l'examinateur à l'oral, un prix Nobel, une lumière. Puis je t'explique pas non plus aussi la nature des sujets qu'ils avaient choisis, mais enfin, c'est des vrais malades, quoi. Moi, demain, tu me donnes un examinateur normal avec des sujets qui tiennent à peu près la route, je vais finir par l'avoir, ce fichu bac, quoi. Bon. Alors qu'en revanche, vous remarquerez que ça, c'est quand on échoue. En fait. Ben oui, quand on échoue, c'est logique. Mais attendez, mais quand on réussit, vous savez que ça marche aussi. Imaginez, par exemple, on est dans les affaires, on vient dans le business, là. On vient d'emporter une affaire formidable, un contrat de folie. Donc on réussit. L'optimiste, lui, vous voyez, quand il échoue, il fonctionne comme ça. Mais l'optimiste, quand il réussit, en revanche, il passe de l'autre côté. L'optimiste qui réussit, il va dire, il y a intérêt que j'ai réussi. Je suis bon, qu'est-ce que je te dise, moi? Voilà, c'est mon truc, je suis bon, je suis doué, excuse-moi, voilà. Et d'ailleurs, non seulement je suis bon, mais c'est pas nouveau. Oui. La réussite, tu vois, c'est mon truc. Ouais. Il y en a, ils sont in the mood for love, moi je suis in the mood for success, désolé, bon. Et si vous le poussez un peu, il va vous dire, non seulement je suis bon, mais à mon avis, il n'y a pas de hasard. Tu vois. J'ai obtenu ce business aujourd'hui. À mon avis, cet après-midi, j'ai demandé une augmentation, c'est bon. Ce soir, je pars en boîte, je vais pécho, c'est sûr. La contagion positive, vous voyez, le vrai optimiste, il est là-dedans. Alors qu'en fait, le pessimiste, lui, même quand il réussit, il cache sa joie, vous voyez. Il va vous dire, oui, ouais, j'ai réussi, ouais, enfin bon, j'ai eu de la chance, hein, puis on m'a beaucoup aidé. Les gars en face, c'était pas des lumières. Bon. Et puis après, il va vous dire, puis heureusement que j'ai réussi ce coup-là, parce que la fois d'après, c'était pas gagné. Et puis de toute façon, j'ai réussi là, ce contrat-là, mais ça n'enlève rien au fait que le reste de ma vie est un champ de ruines, quoi. Voilà, bon, donc... et il va relativiser quand même pas mal. Alors, moi, je suis très clair avec ça, vous voyez. Je dis souvent aux gens, mais si vous ne pensez pas que l'optimisme, ça puisse totalement booster vos équipes, eh bien, pas de problème. Essayez avec le pessimisme, et puis on en reparle. Puis on verra, on discutera après. Alors, d'un autre côté, vous voyez, on ne peut pas non plus haro sur le pessimisme, parce qu'il ne faut pas se tromper de combat non plus. Il y avait un jour un grand-père qui dit à son petit garçon, tu sais que tu as deux dragons qui habitent en toi, tu as un dragon pessimiste et un dragon optimiste. Ils se battent en permanence. Les jours où tu as la frite, où tu es en énergie, c'est le dragon optimiste qui gagne. Puis les jours où tu n'as pas la frite, c'est le dragon pessimiste. Alors le gosse qui dit, ah bon, mais on ne peut pas tendre une embuscade au dragon pessimiste, et puis dès qu'il a le dos tourné, quoi. Ah, le grand-père lui dit, mon grand, c'est pas possible, hein, ils sont nés avec toi, ils ont grandi avec toi, et ils finiront avec toi. Oh, il dit, mais alors, attends, mais il n'y a rien à faire alors? Il dit, mais j'ai pas dit ça. Tu les connais, toi, grand-père, ces dragons? Bah, très très bien, tu penses depuis le temps. Mais dis-moi, grand-père, qui est le plus fort des deux? Il dit, bah, c'est ça le problème, ils sont aussi forts l'un que l'autre, depuis toujours. Oh, mais alors, quel est le plus rapide des deux? Mais oui, c'est ça le problème, tu avais raison, ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Mais attends, grand-père, quel est le plus intelligent des deux? Mais c'est ça qui est embêtant, tu vois. Ils sont aussi intelligents l'un que l'autre. Alors là, le gosse, il a un moment de flottement. Il dit, mais enfin, grand-père, je ne comprends pas. Si tu me dis que ces deux dragons qui vivent en moi, le pessimiste et l'optimiste, se battent en permanence, mais s'ils sont aussi forts l'un que l'autre, aussi rapides l'un que l'autre, aussi malins l'un que l'autre, lequel des deux va gagner au bout du compte? On dit, bah, c'est très simple. À partir du moment, tu vois, où ils sont de force égale dans tous les domaines, le seul qui va gagner, qui peut gagner, c'est celui que toi, tu vas apprivoiser et que tu vas mettre à ton service. Mais pour ça, il va falloir que tu lui apportes à manger, tous les jours. Et c'est vrai que l'optimisme, c'est aussi ça. C'est bien comprendre qu'on n'est pas ou l'un ou l'autre. Vous et moi, nous sommes les maîtres d'une espèce de forteresse intérieure dans laquelle, depuis le premier jour de notre vie, nous avons deux invités. Notre optimiste intérieur, notre pessimiste intérieur. Simplement, comme nous n'aimons pas les feignants, nous leur avons donné du boulot. Nous avons l'un des deux à qui nous avons confié l'intendance de notre maison intérieure, et nous avons toujours gardé l'autre comme serviteur. Ceux d'entre vous qui ont confié l'intendance à leur optimiste intérieur, ben vous êtes ce que l'on appelle effectivement des optimistes. Vous avez heureusement un petit pessimiste, un serviteur qui de temps en temps est là pour vous dire attention, fais attention, c'est dangereux, fais gaffe, ça ne marche pas tout à tous les coups. C'est pas mal quand même de fonctionner comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vivent aussi bien d'ailleurs, hein, mais ils ont confié l'intendance de leur maison depuis des années généralement à leur pessimiste intérieur. Ce sont des hommes ou des femmes plutôt prudents, ils ne font pas facilement confiance, ils se méfient, ils cachent leur joie. Mais cela dit, ils ne dépriment pas. Hein. Il y a le petit serviteur optimiste qui est là de temps en temps pour dire « Ma tante, qu'on te fait, la vie est belle ». Je dirais « Voilà, on a des amis, on a des amours, on a quelques emmerdes. Voilà, mais voilà ». Ce qui est embêtant, c'est si on en congédie un des deux, par inadvertance. Les gens qui congédient leur pessimiste intérieur et qui se retrouvent en tête-à-tête
toute leur vie avec leur optimisme intérieur, là, ça devient dangereux, parce que là, on ne voit plus le monde comme il est. Là, on voit vraiment la vie en rose. Là, on est dans le déni. Là, on reproduit ce que faisait Candide, vous voyez, chez Voltaire. Bon, ça ne va plus du tout. En revanche, il y a quelque chose de plus grave. C'est si un jour, par malheur ou parce que la vie a été un peu dure avec nous, on congédie notre optimiste intérieur. Et on se retrouve en tête-à-tête à notre pessimiste intérieur. Alors là, attention, là c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un psy qui vous le dit, si vous habitez trop longtemps en tête-à-tête avec votre pessimiste intérieur, vous allez en tomber amoureux. Et quand on tombe amoureux de son pessimisme, ça porte un nom, hein, ça s'appelle le cynisme. C'est-à-dire que là, pour le coup, on se met à se délecter des malheurs du monde. On se met à jouir de ce qui ne va pas, je dirais en étant dans l'esthétique, vous voyez, du malheur, de la déploration et de la dérision. C'est embêtant parce que même si c'est intelligent, même si c'est brillant, ça désespère les autres. Or, notre objectif, c'est aussi, dans le fond, à l'échelle d'une vie humaine, d'essayer de ramener les gens autour de nous. Vous voyez, le pessimisme fait partie de la vie. Il faut faire avec, c'est une ressource comme les autres. Il y a des ficelles qu'on connaît, hein, c'est facile. Hein. Si vous voulez être pessimiste, je vous explique comment plomber un dîner, par exemple. Hein. Montrez en priorité tout ce qui va mal. Ça, c'est Oscar Wilde hein, qui disait, de toute façon, le vrai pessimiste, c'est celui qui, entre deux mots, choisit les deux. Voilà, comme ça, pas s'embêter. Ensuite, annoncez de préférence le pire, comment ça va mal et tout, enfin bon, ouais, etc. Et surtout, ça, si vous voulez vraiment plomber l'ambiance, doutez ouvertement du pouvoir de la volonté et de l'action. Donc, ça va pas, on va dans le mur, et de toute façon, on n'y peut rien. Alors, comme ça, au moins, là, c'est clair et net. Bon. À partir de là, effectivement, il y a des cas, effectivement, où l'optimisme est dangereux. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Il y a des situations où il faut faire gaffe. Bon. Et entre autres, dans le monde des affaires, notre monde à nous, il faut faire très attention lorsqu'on est confronté à des situations de la vie professionnelle, de la vie personnelle, qui présentent ces deux caractéristiques en même temps. Première caractéristique, me voici face à un danger vital pour moi, pour les miens, pour mon budget, pour mon entreprise, pour mon pays, pour mon patrimoine. Voilà, je suis face à un risque vital. Et en même temps, je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe. Risque vital plus absence de contrôle, franchement, il vaut mieux jouer le pessimisme, mais attention, un pessimisme de combat, un pessimisme actif. Le plan B, c'est un pessimisme de combat. L'analyse de risque, c'est un pessimisme de combat. Vous savez, le pessimisme de combat, il est issu de la philosophie des Lumières. C'est Beaumarchais qui, dans Le Barbier de Séville, fait dire à un de ses personnages « Je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution ». Ça, ce n'est pas du pessimisme défaitiste, ce n'est pas de la morosité. C'est de dire, il peut arriver parfois que les choses se passent mal, et on verra. Puis après, derrière, on verra ce qu'on en fait. Chacun va être maître de ses représentations. Voilà. Et puis, au bout du compte, chacun fait son choix. Je vais vous dire, Oscar Wilde était un type profondément politiquement incorrect. Il avait eu cette phrase merveilleuse, et je m'en excuse par avance, mesdames, il disait, dans le fond, la différence entre les pessimistes et les optimistes, c'est que les pessimistes sont convaincus que toutes les femmes sont volages. Alors que les optimistes espèrent bien que c'est vrai. Alors cela dit, mesdames, vous pouvez raconter exactement la même histoire avec les hommes. Vous dites que c'est Amanda Lear qui a dit ça, je dirais, et ça passe aussi. Croyez-moi, il n'y a pas de souci. À partir de là, voilà, nous avons tous dans la vie des buts, et nous sommes à la recherche des chemins pour y parvenir. Certains parmi nous, on est des optimistes de but. Vous voyez, l'optimiste de but, vous en avez dans l'entreprise. L'optimiste de but, c'est celui ou celle qui vous dit « on va gagner ». Après, vous avez des optimistes de chemin. C'est ceux qui vous disent « oh, ça va être facile ». Comme à la parade, les doigts dans le nez. On a toujours aussi des pessimistes de but. On va se planter là, on va échouer. Et puis après, on a aussi les pessimistes de chemin. Puis on va souffrir en même temps. Donc effectivement, dans les temps dans lesquels on vit, l'optimisme radical, vous voyez, c'est-à-dire optimisme de but et de chemin, c'est dangereux. Hein. On va s'en sortir et ça va être facile. Attention. À côté de ça, moi je vous déconseille aussi la posture dépressive, hein, c'est-à-dire pessimisme total, pessimisme de but et de chemin. On va échouer et on aura mal. Évitez. Évitons aussi la posture dite perverse, dite aussi à la française. Pessimisme de but, optimisme de chemin. Nous allons échouer, certes, mais ça nous aura appris des trucs. On va dans le mur, j'en conviens, mais on se sera bien marré. Non, ça c'est très dangereux. La seule posture alternative, c'est l'optimisme responsable, c'est-à-dire optimisme de but, pessimisme de chemin. On va s'en sortir, mais ça va être difficile. On va réussir, mais nous rencontrerons des obstacles. On va guérir, mais la potion sera parfois amère. Voilà, mais au bout du compte, la vie
retrouvera toujours son chemin. C'est ça qui nous sauvera. Partant de là, comment s'en sortir? Je vous dis, au quotidien, dans la vie de tous les jours, nous faisons des réunions, nous avons des entretiens en tête-à-tête avec des gens, on envoie des mails, on fait des conf calls, etc. Nous sommes dans des actes de vie quotidienne. Dans ces actes de vie quotidienne, c'est comme dans le secourisme, quoi. Il y a des gestes de secourisme de l'esprit. Dès l'instant où on les pratique, les choses se mettent à changer. Il y a 4 clés. La première, c'est tout bête. Par définition, on n'est pas bon en tout. Regardons d'abord les forces. Vous n'avez jamais rencontré un individu qui ait réussi quoi que ce soit en prenant appui sur ses carences. Vous n'avez jamais rencontré une entreprise qui soit devenue leader mondial en prenant appui sur ses carences. Alors que toutes les entreprises leaders mondiales dans leur domaine ont des défauts et des carences. Tout individu, tout homme ou femme extraordinaire, pour ceux qui vivent avec lui, vous diront il ou elle est insupportable. Le problème, c'est qu'on s'en moque. Le problème n'est pas là. On ne peut faire la différence. On ne peut devenir un individu mémorable pour soi-même et pour les autres qu'en capitalisant sur ses forces. Les forces que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une force? C'est très simple. Une force, c'est un domaine, 1, où vous êtes bon. 2, vous êtes en énergie quand vous faites ça. 3, vous le pratiquez régulièrement. Et enfin, 4, vous avez le bon environnement. Attention, si vous êtes bon dans quelque chose, mais que ça ne vous met pas en énergie, ce n'est pas une force, ça s'appelle une compétence. Et on ne peut pas, je dirais, faire la différence par ses compétences. Pour faire sa différence par rapport à ses compétences, il faut que la compétence soit aussi une passion. Trouver les endroits où on a à la fois du talent, de la passion, et où on fait ce qu'il faut, et où on s'entraîne pour ça. C'est avec ça qu'on arrivera à s'en sortir. Les forces d'abord, coûte que coûte. Un management basé sur les forces. Deuxième idée, allons là où on peut faire bouger les choses. Il n'y a rien de pire, vous voyez, que de s'entêter à mettre son intelligence, son énergie sur des sujets auxquels on ne peut rien. Moi, ça me fascine, même avec des chefs d'entreprise, de grandes entreprises. Vous prenez 20 patrons du CAC 40, vous organisez une réunion au MEDEF, vous les mettez tous autour de la table et vous les laissez parler. Vous allez voir, c'est fascinant. Ces hommes et ces femmes, si vous mettez bout à bout le chiffre d'affaires de leurs entreprises, le nombre de salariés qu'ils ont dans le monde, les numéros de téléphone incroyables qu'ils ont dans leur carnet d'adresse, les gens qu'ils connaissent, tout ça, mais le potentiel que ça représente, mais pourtant ils vont passer 80% du temps pendant le repas à discuter ensemble de sujets auxquels ils ne peuvent rien. Et vous vous étonnez qu'après, ils repartent, ils n'ont pas le moral. Moi souvent je dis, mais vous savez, messieurs, mesdames, avec la puissance que vous représentez, les réseaux que vous avez, mais vous passeriez ne serait-ce que la moitié de ce temps à discuter entre vous de choses auxquelles vous pouvez quelque chose, mais vous partiriez l'après-midi le cœur plus léger, quoi, voyez. Allez là où on peut faire bouger les choses. Parce qu'effectivement, si on regarde le monde en permanence sur ce qu'on ne peut pas changer, on ne s'en sortira pas. Comme disait l'autre, je dirais, face à la poule, le grain de maïs a souvent tort. Pensez à ça quand même, hein. C'est pas rien ça. Hein, bon. Voilà. Mais allez là où on peut faire levier, vous voyez, allez là où on peut faire bouger les choses. Enfin, je ne sais pas de quoi le monde de demain sera fait, mais j'ai une seule certitude, parce que ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Homo sapiens a passé son temps à inventer des solutions qui, par définition, étaient imparfaites, par définition temporaires et par définition condamnées à l'obsolescence. Ça s'appelle la civilisation. On va continuer comme ça. En revanche, si je commence à croire que je pourrais demain trouver la solution avec un grand S, parfaite, définitive, etc., attention, je suis en train de tomber dans un péché d'idéologie qui me jouera des mauvais tours. Enfin, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il y aura par définition des pépites inattendues, il y aura aussi des pépins inattendus, mais ça signifie que je peux être optimiste parce que je sais que, de même que les grands moments, les grandes bifurcations de mon passé ont été surprenantes pour moi, les grandes bifurcations de mon futur seront surprenantes pour moi. Voilà, les forces, les leviers, les micro-solutions, les opportunités, ça c'est formidable. Il y avait une poétesse américaine qui disait « Un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps ». Pourquoi? Parce que si vous fonctionnez comme ça au quotidien, en regardant d'abord les forces, d'abord les leviers, d'abord les solutions, même si elles sont imparfaites, et si vous pensez aux opportunités, si vous fonctionnez comme ça dans les événements de votre vie, vous devenez un homme ou une femme, presque mécaniquement, qui est magique pour les autres, puisque vous redevenez quelqu'un avec qui tout devient possible. Vous redevenez magique pour vos enfants, magique pour vos collaborateurs, magique pour vos amis, magique pour les gens qui vous aiment, et même parfois magique pour les gens qui ne vous aiment pas. À partir de là, tout peut arriver. Un type un jour, et je finirai là-dessus, un gars, il arrive, il se promène dans un village, il passe devant un magasin, boutique de la vie réussie. Le type, il rentre dans le magasin, il n'y a personne dans le magasin. Il y a juste derrière le comptoir, derrière une armoire à glace. Le gars, il se dit, je rêve, et pour cause, il y a un ange, vous voyez, avec des grandes ailes. Le type, il s'approche, il dit, excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous vendez ici? Tout pour réussir sa vie, monsieur. Mais quoi, tout ce que vous voulez, monsieur. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie, nous, on l'a.
Mais tout ce que je veux, tout, monsieur. Non, parce qu'avant, il y avait 3 vœux. Ah oui, monsieur, c'est complètement has-been, complètement dépassé. C'est un nouveau concept. Tout ce que vous voulez, on l'a. Et ça me coûtera combien? Rien du tout, monsieur. C'est un nouveau concept. Ce n'est plus cash and carry, c'est wish and carry. Oh, il dit, c'est formidable. De quoi avez-vous besoin, monsieur, pour réussir votre vie? Ben, écoutez, j'envisage de changer de travail. Là. Je voudrais un travail passionnant, diversifié, évolutif. Avec, je peux prendre la monnaie au passage, ça serait pas mal. Je voudrais des collaborateurs d'élite, surtout. Je voudrais du collaborateur premium, motivé, compétent, fidèle. Très bien. Et puis pour une fois, je voudrais un patron qui s'intéresse à moi, vous voyez, quelqu'un qui me renvoie des signes de reconnaissance. L'ange dit, monsieur, c'est très basique, je vous fais un petit assortiment, hein, ça on connaît très bien, je vous mets travail passionnant, rémunération en conséquence, équipe d'élite, hiérarchie compréhensive et proactive. Oh ben oui, ça c'est bien, je prends. Pour réussir votre vie, de quoi vous avez besoin, monsieur? Ah ben vous savez, moi je suis dans le commerce, le développement, l'entrepreneuriat, il me faut du charisme, j'ai la compétence, il me faut du charisme. Je vais arriver quelque part, les conversations s'arrêtent, j'envoûte, je fascine, vous voyez, je peux me la péter dans les cocktails, j'ai toujours le mot qui va bien quand il faut. Vous pouvez me trouver ça, dit monsieur, vous avez de la chance, c'est la promo du mois. Tenez, j'invente rien. Esprit de répartie, sens de l'humour, culture générale étendue, look d'enfer. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. C'est gratuit, non monsieur, c'est offert. Oh. Quoi d'autre, monsieur? Ah, surtout si je fais, comprenez, si j'ai ce job-là, le charisme et tout, moi je me connais. Je vais y aller, hein. Il faut me garantir une santé de fer, jusqu'au bout. Alors vous me sortez toutes les bêtises, hein. Gamma GT, triglycérides, cholestérol, hypertension. Hop. Puis je peux faire les gueuletons à répétition. Ma surface caressable n'augmente pas trop. Je peux picoler, j'ai jamais de migraine, j'enchaîne nuit blanche sur nuit blanche, je me réveille le matin frais comme une rose. C'est possible? Monsieur, c'est banal. Je vous mets métabolisme exceptionnel, capacité de récupération hors du commun, et parce que c'est vous, notre petit bonus spécial crise, sommeil rapide, profond et réparateur. Oh. Quoi d'autre, monsieur? Je voudrais aussi avoir des amis, vous voyez, parce qu'en affaires, on perd ses amis. Je voudrais des nouveaux amis. Alors, je voudrais de l'ami premium, alors de l'ami solide. Hein. Je ne veux pas 4000 clampins sur Facebook. Moi, non, non. Je veux de l'ami qui m'aime pour moi-même. Vous en voulez combien? Vous les faites à combien? Nous, on les fait à la botte. C'est des bottes de combien? 2 bottes de 10, plus ou moins 1. Mettez-moi 3 bottes. 20 garçons, 10 filles, je ferai l'assortiment à la maison. On s'en occupe, monsieur. Quoi d'autre? Mais écoutez, j'ai un job de folie, j'ai du charisme, j'ai la santé, j'ai des amis, que demander? Ah oui, attendez, la vie de famille, c'est important la vie de famille. Je voudrais une belle famille, vous voyez, mais alors une jolie famille, une famille avec laquelle je serais heureux. Quel modèle, monsieur? Le modèle de base. Une épouse et 2 enfants. Très bien, monsieur, vous voulez une épouse comment? Normale, ISO. Qu'entendez-vous exactement, monsieur, par ISO? Normale, grande, riche, belle, intelligente, fidèle et compréhensive. Quand même. Et les enfants? Pareil, bonne santé, brillant à l'école et qui me foutent la paix quand ils reviennent à la maison. Donc, là, je dis, monsieur, on est bon? Là, bah oui, on est bon, parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. Pour une première commande, c'est déjà pas mal. Alors, monsieur, vous m'avez demandé, je vais donc vous livrer séance tenante. Un travail passionnant, la rémunération qui va avec, l'équipe d'élite, la hiérarchie compréhensive et proactive. Ensuite, je vous rajoute, ça c'est pour nous, c'est la promo du mois, je vous mets l'esprit de répartie, le sens de l'humour, la culture générale étendue, le look d'enfer. Vous pourrez en profiter très 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 longtemps, puisqu'à partir de maintenant, vous allez avoir un métabolisme exceptionnel, une capacité de récupération hors du commun, avec un sommeil profond, rapide et réparateur. Vous pourrez aussi utiliser la trentaine d'amis premium qu'on va vous livrer comme bon vous semblera, et vous pourrez toujours revenir chez vous, n'est-ce pas, pour récupérer dans cette magnifique famille qu'on va vous livrer, avec une épouse normale, grande, riche, belle, intelligente, fidèle et compréhensive, et des enfants en excellente santé, brillants à l'école, et quand ils seront à la maison, vous foutront une paix royale. Est-ce que vous êtes content, monsieur? Oh Dieu, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis content. Il dit, mais très bien, je vais vous chercher tout ça. L'ange part dans l'arrière-boutique, 5 minutes après, il revient, il dit au monsieur, vous pouvez me tendre la main, s'il vous plaît. Le type tend la main, et l'ange dépose dans la main du monsieur un petit sac en cuir tout pourri. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ce que vous avez demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est ce que vous avez demandé, monsieur. Mais vous vous foutez de moi. Vous avez tout noté, là. Reprenez vos notes. Vous avez listé tout ce que je demandais, puis je ne voudrais pas insister lourdement, mais dans la liste, il y a des trucs un peu encombrants quand même. Et vous me donnez un petit sac pourri, là. Je dirais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il dit, mais monsieur, vous voyez, nous, ici, on peut donner que ce qu'on a. Alors moi, je peux vous jurer un truc, monsieur. Tout ce qu'on m'avait demandé, tout, sans exception, se trouve à l'intérieur de ce petit sac. Voilà. Mais nous, vous voyez qui je suis, vous voyez où on est. Bon, on peut vous donner que ce qu'on a. Voyez-vous, monsieur, nous, ici, on vous offre déjà toutes les graines. Mais pour ce qui est de les faire pousser, monsieur, ça restera quand même votre problème. N'oubliez pas que dans cette affaire-là, le jardinier optimiste, ça restera quand même vous-même. Voilà, merci beaucoup.